triste par moments. Et je crois, pour avoir lu, je crois presque tous les livres de Jean-Paul, peut-être que un m'a échappé, mais je ne crois pas. Et je lui ai dit tout à l'heure, j'ai un lien très fort avec lui. Lui, il n'en est pas conscient, mais c'est pas grave. C'est que mes premières semaines de journaliste à l'événement du jeudi, je les ai vécues quand Jean-Paul était rentré, de ce qu'il a raconté là, en partie. Et c'est toujours, son visage m'a toujours immensément marqué, juste après le fait d'avoir pris la plume pour écrire. Voilà, pardon de cette introduction un peu longue, mais je voulais lui dire, voilà, ce lien qui parfois n'est pas connu des autres et pourtant nous habite et même nous anime. Donc voilà, je suis très très heureux. Voilà, je regrette pour Valérie parce que voilà, Valérie est une femme superbe et elle aurait sans doute. Voilà, je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'elle a préparé, de ce qu'elle m'a aidé. L'accident. Dimanche 2 janvier 1949, 19h15, dans le petit bourg de Cornut. Voilà. L'accident, c'est un bus dans lequel il y avait 18 enfants qui jouaient au foot et qui, voilà, un virage raté. On apprendra que le chauffeur était un peu éméché. Et vous avez 4 ans. Voilà. Oui, c'est mon premier. Vous m'entendez là, ça va? Oui, on entend. Oui, c'est mon premier souvenir d'enfance. Avant toute chose, je voudrais quand même remercier, et c'est la moindre des choses, ce jury et saluer sa grande ouverture d'esprit, parce que avec ce prix des écrivains du Sud, ce jury a récompensé non pas un homme du Sud, mais un homme de l'Ouest. Parce qu'on est très ouvert. Irrémédiablement de l'Ouest. Et c'est vrai que ce livre, on est très loin d'ici, ce livre raconte en effet cette Haute-Bretagne pluvieuse et un peu triste. L'accident se déroule pour une large part dans ce département d'Ille-et-Vilaine avec ses villages un peu renfrognés, un peu mélancoliques, mais encore une fois, je voudrais souligner que j'ai essayé en tout cas d'écrire un livre joyeux et je l'espère jubilatoire et un livre, j'allais dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, un livre de gratitude et de réconciliation. En tout cas, oui, le point de départ pour répondre à la question de Mohamed, c'est le point de départ, l'accident. Alors c'est un titre un peu ambigu en effet, l'accident. Le point de départ, c'est cet accident qui a marqué mon enfance. J'ai alors 4 ans et demi, je crois que c'est mon premier souvenir d'enfance, parce que ce livre aussi porte sur les distorsions de la mémoire, oui. ces événements fictifs qu'on croit avoir vécu, la construction, des faux souvenirs. Je pense, on me l'a tellement raconté, cette tragédie, que je crois que je l'ai vécue véritablement, d'autant que mon père, qui accompagnait l'équipe de football ce soir-là, aurait dû figurer parmi les victimes. Donc, 18 jeunes hommes d'un petit village, c'est quasiment toute la jeunesse qui disparaît, vous vous rendez compte, et c'est quelque chose qui a marqué toute mon enfance, et c'était un peu, comme on disait avant la guerre de 14, l'Alsace-Lorraine, y penser toujours, n'en parler jamais. C'est-à-dire que c'était tellement, comment dire, indicible, inimaginable, ça ne pouvait pas avoir lieu, donc on n'en parlait pas. Malgré tout, malgré cette tragédie, je dois dire que j'ai eu, je suis désolé de le dire, parce qu'aujourd'hui les enfants sont très malheureux, c'est l'enfer. Moi j'ai eu une enfance heureuse, bienfaisante, enchantée, j'allais dire même radieuse, un peu spartiate,
un peu austère, mais nous sommes dans les années d'après-guerre, je suis né en 1944, et cette enfance, c'est très important, cette enfance heureuse m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'elle m'a protégé lorsque je suis devenu adulte, et elle m'a été, oui, bénéfique, et ce livre-là, comme je le disais tout à l'heure, est un livre de gratitude. C'est une dette que je rembourse par rapport à cette enfance bienheureuse qui m'a sauvé la vie. Merci Jean-Paul. Il ne faut pas que j'oublie de vous remercier d'être là pour votre écoute. Voilà, je ne veux pas oublier ça. Et puis remercier l'organisation du festival. Voilà, c'est grâce à toutes ces personnes qui sont, et puis à la mairie, etc., qui mettent les moyens, qu'il y a une offre culturelle, et quand il y a une belle offre culturelle, ben voilà, il y a du monde, et vous en êtes la preuve vivante. Donc voilà, ça je ne veux pas l'oublier parce que dans le courant de la discussion, je peux l'oublier. Pratique aussi, à la fin de l'échange, Jean-Paul ira au chapiteau des dédicaces, comme ça vous pouvez prolonger cette discussion avec le livre qui est quand même la chose la plus essentielle. Voilà. Enfance heureuse parce que c'est la vision d'un enfant qui ne voit pas les difficultés des adultes, etc. Vous, en plus, votre père était boulanger et ça, c'est jubilatoire. Vous parlez des souvenirs avec L'olfaction joue un rôle très important. En effet, dans ce livre, le fournil d'un boulanger peut amener au métier de journaliste. On l'a expliqué tout à l'heure. Et racontez ces souvenirs, parce que le fournil, en fait, vous avez vécu dans une odeur, si je veux en parler, le mot le plus joli. C'est quelque chose qui vous est toujours resté. Oui, c'est peut-être pour cela aussi que je me suis mis à m'intéresser au vin, à l'œnologie, identifier les odeurs et surtout les faire communiquer parce que c'est extrêmement difficile. Mais pour répondre à votre question, oui, en effet, moi je suis, alors ce monde-là qui m'a protégé, ce monde, bon, c'est un monde, il faut bien le dire, c'est un monde disparu, anéanti, désintégré à jamais. C'est la France, comme je suis né en 1944, c'est la France de l'après-guerre, donc c'est la France encore, disons, la France rurale, qui aspire qu'à une seule chose, dans ces années 49-50, qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est à retrouver la vie des années 30, laquelle était exactement la même qu'au début de la Troisième République. C'est ce qu'on a appelé la France des terroirs, vous savez, la France des kermesses, des comices agricoles, la France des mariages qui durent 3 jours. On n'est pas loin là de Maupassant, c'est tout près. Flaubert, Madame Bovary, la noce, le récit de la noce. Dans Madame Bovary, c'est exactement moi ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Donc voilà un monde qui n'existe. Je suis un boomer, pas spécialement fier de l'être. J'appartiens en effet à une génération, je crois, privilégiée. Alors, qui est née entre 1940 et 1955. Je dis privilégiée parce qu'elle a vu l'ordre ancien, elle a vu l'ancien monde, du moins pour ceux qui sont nés dans j'allais dire, un milieu rural. Ceux qui ont habité la ville, je crois que c'est tout à fait différent. Donc nous sommes un monde, comme je disais tout à l'heure, un monde austère, spartiate, un monde encore en noir et blanc. La couleur ne va finalement, on va connaître la couleur au milieu des années 60, c'est là où la France va basculer, au milieu des années 60, 65 en gros, l'élection du président de la République au suffrage universel, les premiers hypermarchés. Donc voilà, c'est cette France-là que j'ai connue, mais nous ne savions pas à cette époque-là que bon, il y avait un certain nombre de changements qui s'amorçaient, et surtout
dans ce milieu très catholique. J'ai eu une éducation extrêmement catholique, j'ai été enfant de chœur, je servais la messe à l'âge de 7 ans, 2 messes, je m'ennuyais beaucoup, et donc c'est ça qui m'a constitué. Il y a 2 lieux qui m'ont constitué, comme je raconte dans ce livre, l'accident, le fournil paternel, pardonnez-moi, le fournil paternel, ce monde de l'olfaction, ce monde des odeurs, encore une fois, qui est capital à mon sens dans le métier de journaliste. Vous voyez, on ne parle pas assez dans ce métier de l'importance du corps dans ce métier. Vous voyez, quand vous débarquez dans un lieu, vous êtes en reportage, et donc vous avez ces 5 sens qui doivent marcher à plein régime, si j'ose dire. D'abord, vous avez le contact, le tact, vous serrez la main, le son de la voix, la lumière, l'odeur de la maison, tout ça vous donne un certain nombre d'informations. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que ce métier de journaliste vient vraisemblablement de cette enfance dans ce fournil. Alors, le fournil d'abord, et le deuxième lieu qui m'a éduqué, véritablement, c'est aussi l'église. L'église où j'ai été enfant de chœur pendant très très longtemps, qui est un monde d'odeurs aussi. Bon, il y a l'odeur de l'encens, l'orgue qui tonne, toutes ces choses-là, évidemment, marquent l'enfant impressionnable que j'étais, très naïf aussi. Voilà, donc, alors, l'accident, comme je le disais aussi tout à l'heure, l'accident, c'est un bon titre, à mon avis, de livre. C'est un titre ambigu, polysémique. Il est évident que ce livre, l'accident qui a eu lieu le 2 janvier 1949, fait référence aussi à un autre accident, l'accident libanais, dont j'en parle. Enfin, il ne constitue pas l'essentiel de ce livre, Non. Bien loin de ça. Je ne parle dans ce livre que de mon accident libanais, que du le premier jour de mon enlèvement, où j'ai cru mourir, et le deuxième jour où j'ai été libéré, où j'ai cru aussi mourir. Ce sont les 2 circonstances. Avant de venir, peut-être il y a quand même un lien entre les 2 accidents, d'ailleurs, qui sont évoqués. J'aimerais bien que vous expliquiez au public, aux lecteurs, comment est né ce livre. C'est-à-dire que vous avez écrit d'autres récits. On a l'impression qu'il fallait presque attendre ce moment pour évoquer à travers cet accident, quand vous avez 4 ans et demi, vous a marqué. C'est comme une légende du village en fait, hein, cet accident. C'est vraiment comme il en existe un peu partout, c'est un fait très important pour le village, pour tout le monde, mais c'est une légende vraie, mais une légende pour le bourg. Et puis, l'accident, que vous dites par un doux euphémisme, l'accident libanais, qui était, pour dire les mots, une prise d'otage. Voilà. Et pourquoi c'est arrivé, votre livre est arrivé maintenant? Alors ça, je l'ai expliqué peut-être un peu tout à l'heure. Oui, un livre de gratitude, oui, au fond, oui, de remerciement. Je pense que si je n'avais pas connu cette histoire, cette mésaventure libanaise, je n'aurais vraisemblablement pas parlé de cet accident. Et qui encore, il faut le répéter, parce que, bon, vous voyez, un accident, 18 morts, toute la France, sur le moment, on a parlé une semaine plus tard, dans tous les stades de France, il y a eu une minute de silence pour saluer la mémoire de ces joueurs de football. Et puis, bon, vous savez bien, un mois après, on n'en parlait plus. Sauf que le village n'avait pas oublié. Et il y avait une sorte de, comment j'allais dire, d'impensé. D'abord, il y en avait plusieurs dans mon village, et c'est ce que j'essaie de raconter dans mon livre, 3 impensés. D'abord, cet accident de Martigny-Ferchaud,
Dès qu'il y avait une petite évocation, il y avait une sorte de rétractation. On n'avait pas envie d'en parler. La deuxième chose aussi, c'est le nom. Moi, j'avais Cornu. Ouais. C'est très dur à porter ça, quand vous êtes un enfant. Alors, j'ai essayé toutes les plaisanteries les plus lourdingues sur Cornu, et je devais, enfant, défendre l'honneur du nom, la dignité du village. Donc Cornu, donc c'est un impensé. Et puis aussi, le troisième, impensé, si je veux dire, c'est une église absolument extraordinaire, monumentale, qui est en parfaite dissonance, en décalage avec ce petit village. On est immodeste par rapport à la modestie cyclopéenne, et qui je me rappelle quand j'étais journaliste au Matin de Paris, j'avais rencontré Julien Gracq, et à la fin, comme il m'interroge, il me dit « Mais d'où venez-vous » Alors je dis un peu imprudemment, je dis « Je viens d'un petit village que vous ne connaissez pas, certainement pas, Cornu, évidemment il le connaissait. » Et il m'a dit, et son église, il avait été extrêmement frappé par son église. Je lui en veux un peu de n'avoir pas parlé dans les carnets du grand chemin, mais mon village n'était peut-être pas assez gratien, peut-être. Voilà. Et alors, justement, même, il y a quand même une évocation des deux souvenirs, des deux accidents. Est-ce qu'on pouvait tenter de nous expliquer pourquoi et comment, parce que vous avez parlé de gratitude, ces souvenirs d'enfance à Cornu vous ont aidé à survivre pendant votre captivité au Liban? C'est très important. Oui. Parce que je pense, pardon de vous interrompre, que vous n'avez jamais autant pensé à Cornu qu'au Liban. Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que quand je disais que c'était un livre de gratitude, l'inconscient humain est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que, figurez-vous, pendant ma détention, je n'ai fait aucun cauchemar. Et les cauchemars sont venus après, une fois que j'ai été libéré. Pendant toute ma captivité, normalement dans l'attente de la mort, pendant la journée, disons, pendant le jour, alors c'était une sorte, j'allais dire, de travail de Pénélope à l'envers, c'est-à-dire que je réparais la nuit ce qui s'était défait pendant le jour. Donc, alors, je savais le soir que, malgré cette ambiance, je savais malgré tout que j'allais retrouver, que j'allais être transporté dans ce pays heureux de mon enfance. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça m'avait sauvé. Oui. Ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour moi et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre aussi. Vous avez parlé de silence, notamment un mois après l'accident à Cornu. Malheureusement, et on est journaliste, donc on sait ce que ça veut dire, l'actualité, et puis après l'oubli, ou on passe à autre chose, à une autre actualité, etc. Mais il y a quand même un lien entre ce silence après Cornu et ce silence où vous n'avez pas parlé, ou très peu, durant longtemps, de votre captivité. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, j'en ai parlé. Alors, le premier livre, mon premier livre que j'ai publié, combien de temps après, 3 mois après ma délivrance, qui s'appelle L'Arche des Kerguelen. En effet, il n'y a aucune allusion à ma captivité. Ouais. Mais en même temps, et Dieu sait pourtant si ce voyage qui m'a marqué à jamais a joué un rôle capital dans ce que je pourrais appeler mon retour dans ma convalescence, parce qu'il ne s'agit pas non plus seulement d'être libéré, mais il faut revenir. Et revenir, vous voyez, c'est revenir aussi, c'est extrêmement violent. Vous voyez, la libération, c'est aussi, comment dire, un jaillissement à la lumière. Vous avez vécu pendant le silence pendant 3 années, et puis brusquement, comme Lazare qui ressort du tombeau, vous jaillissez
dans la lumière, le bruit, tous les gens qui parlent autour de vous, vous avez l'impression, moi j'avais cette impression-là qu'ils étaient en état d'ébriété, mais c'est moi qui étais évidemment pas dans un état normal. Donc, et c'est vrai que ce voyage aux îles Kerguelen, qui est l'endroit de la haute solitude, c'est un des endroits les plus isolés au monde, avec un environnement hostile, c'est là où le vent souffle avec le plus de violence. Je n'ai pas su sur le moment qu'au fond c'était exactement la métaphore de ce que j'avais vécu au Liban, mais je ne l'ai su qu'après. C'est la raison pour laquelle ce livre a joué un rôle très important dans ce retour que je disais, même s'il y a quelquefois, et c'était un jeu un peu de ma part, de petites allusions à ce que j'avais vécu. Alors, le deuxième livre que j'ai écrit, c'est un livre sur Napoléon à Sainte-Hélène. Oui. Je suis allé à Sainte-Hélène parce que j'étais allé aux îles Kerguelen. On m'avait mis, à l'époque, les étiquettes.